D'accord, donc merci, docteur Fassinou, une fois de plus. Bonjour à tous. Et c'est un réel plaisir et honneur pour moi de partager ce matin ma petite expérience sur la gestion de la douleur avec vous. Et je m'excuse pour le rendez-vous manqué d'il y a 3 semaines. Donc, comme m'a dit docteur Fassinou, on va discuter de la gestion de la douleur pendant cette session. Donc, pour ce faire, nous allons suivre le plan que voici. Donc, une brève introduction et nous parlerons successivement de comment reconnaître la douleur, l'analyser, la traiter avant de conclure. Donc, en introduction, je vais reprendre les propos de Lebart et Willer qui disaient que comprendre, prévenir, guérir la maladie, mais aussi prévenir, comprendre, prévenir et soulager la douleur sont les deux fondamentaux de la médecine. Pourquoi avoir mis une emphase sur la douleur? Excusez une seconde. C'est parce que la douleur est reconnue comme étant un véritable problème de santé publique. Donc, aux urgences, c'est le premier motif de consultation. Pour ceux qui sont dans le secteur chirurgical, c'est la première plainte en post-opératoire et les conséquences de cette douleur ne sont pas négligeables. On reviendra là-dessus au cours de la présentation. Et ce qui est reconnu, c'est que cette douleur est insuffisamment prise en charge. Donc, on parlera d'oligo-analgésie et 50% moins de 50% des patients en post-opératoire donc, vont se plaindre de cette oligo-analgésie, cette mauvaise prise en charge de la douleur. Et pourquoi on n'arrive pas à prendre en charge correctement la douleur? Les causes sont multifactorielles, dépendant du système, donc la disponibilité des médicaments par exemple, et tout ce qu'il y a comme accessoire pour l'administration de ces médicaments. Il y a le facteur patient. Nous sommes pour la plupart des pays en développement avec des populations pauvres qui n'arrivent pas toujours à acheter les médicaments qu'il faut. Il y a les facteurs liés au personnel. Question de compétence, question d'ignorance ou de négligence de la douleur. Donc, voici autant de facteurs donc, qui font que cette douleur est souvent insuffisamment prise en charge. Et des auteurs l'ont comparé, donc la douleur mal prise en charge a été comparée à un rat. Donc le rat qui est dans la maison, parfois on ignore sa présence pour rapporter ça à la douleur. Le patient ou le médecin traitant ou l'infirmier peut ignorer la douleur du patient. Le rat est quelquefois négligé. Bon, voilà, on ne s'en préoccupe pas trop, il est là. Bon, et le malade aussi peut négliger sa douleur pensant que c'est normal, par exemple, en post-opératoire, d'avoir mal. Cependant, comme le rat ou la souris dans une maison, la douleur va causer beaucoup de dégâts. Le rat peut ronger des effets qui vous sont très chers. Il en est de même pour la douleur qui va causer énormément de dégâts dans l'organisme. Alors que se rapporter au rat ou la souris, pour l'éradiquer, c'est pas souvent compliqué. On a besoin de petits moyens qui ne coûtent pas bien souvent cher. Il en est de même pour la douleur. On a des possibilités à portée de main et qui, pour la plupart du temps, ne sont pas chères non plus. Et donc, quand on parle de gestion de la douleur, ces mêmes auteurs qui ont comparé la douleur au rat ont trouvé une approche pour que, quand on dit gestion de la douleur, on n'oublie pas un pan, qu'on prenne la douleur en charge globalement. Donc, cette approche, c'est l'approche RA, qui veut dire reconnaître pour le R, A, analyser et T, traiter. Donc, on verra ce que c'est donc dans le déroulé de la présentation. Donc, on va donc commencer par reconnaître la douleur. Qu'est-ce qu'on entend par reconnaître la douleur? C'est de pouvoir identifier le patient qui a mal. Il a mal, je dois pouvoir reconnaître cela, dire cela et qu'est-ce que son entourage ressent.
cette douleur peut affecter l'entourage, donc il faut pouvoir mettre tout ceci en évidence. Donc, pour y arriver, on va commencer par quand même connaître la définition de la douleur. La douleur, comme l'a dit Dr Fassinou tout à l'heure, qui est définie par l'Association internationale d'études de la douleur, IASP, comme étant une expérience sensorielle, émotionnelle, désagréable en réponse à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en ces termes. Donc, la définition en elle-même, elle est un peu rébarbative. Donc, ce qu'on va retenir, c'est qu'on a une sensation, on ressent quelque chose qui va créer en nous une émotion, qui va faire varier notre humeur dans le sens de pas bien. Et ceci étant la conséquence d'une lésion tissulaire, que cette lésion-là soit réelle ou potentielle. Et on dit qu'on parlera de douleur lorsqu'on arrive à avoir ces différentes composantes. Donc, on va parler de douleur lorsqu'on a une composante sensorie-discriminative qui est mise en jeu. Donc, composante sensorie-discriminative qui va nous permettre de caractériser le stimulus. On dit il s'agit d'une brûlure. Je sens une brûlure, je sens une décharge électrique, je sens un coup de poignard, etc. Je peux dire si c'est un peu, je le ressens faiblement ou très intensement. Je peux en donner la durée. Ça dure pendant longtemps, ça dure très peu de temps et savoir exactement où ça se situe. Donc, c'est au niveau du bras, c'est au niveau du pied. Donc, ça, c'est la composante sensorie-discriminative. On a la composante affectivo-émotionnelle. C'est ce qui va nous permettre de ressentir le côté pénible de la douleur. Qui peut aller jusqu'à nous angoisser, nous mettre dans un état d'anxiété ou de dépression. On a une composante cognitive de la douleur qui est définie comme étant l'ensemble des processus mentaux qui vont participer au traitement de nombreuses informations impliquées dans l'expérience algique, que sont l'attention, la mémoire. Donc, quand on a mal quelque part, on est focalisé sur cette partie. On mémorise ce qui nous a fait mal, ce qui fait que pour les prochaines fois, lorsqu'on est face à ces causes, on a tendance à anticiper. Je sais que le feu brûle, donc quand je suis à côté du feu, je ferai attention pour ne pas me brûler. Et la dernière composante, c'est la composante comportementale, qui est la mise en jeu des réactions motrices, verbales et végétatives. Quand on me fait mal, pour ceux qui ont une moins bonne maîtrise de soi, c'est de crier. On va retirer le côté qui a été agressé. Si c'est mon bras que je cogne contre quelque chose, la tendance, ça sera de ramener mon bras, ou si quelqu'un me marche sur le pied, la tendance, ça sera de retirer mon pied. Mais à côté de ces réactions comportementales, on a les réactions végétatives qui sont importantes pour le personnel soignant. Donc, la tachycardie, l'hypertension artérielle, on verra ceci dans le déroulé de l'exposé. Donc, pour parler de douleur, il faut qu'on ait ces 4 composantes ensemble. S'il y a une qui manque, on ne pourra pas parler de douleur, mais d'autres choses. D'autres définitions que je m'en veux vous donner sont les notions d'allodynie. On parlera d'allodynie lorsqu'on a une douleur ressentie après une stimulation non douloureuse. Si je me passe simplement la main sur la peau, normalement, ça ne fait pas mal. Si ça me fait mal, on parlera d'allodynie. L'hyperalgésie, elle, est définie comme étant l'exagération de la sensibilité à la douleur. Donc, je subis une agression, elle est normalement douloureuse, mais l'intensité est anormale par rapport au type de stimuli qui m'a été appliqué. Donc, je disais la douleur, il faut en connaître la définition pour la reconnaître, mais je vous disais tantôt aussi dans la composante comportementale, on a donc les réactions verbales et autres, et on a les réactions végétatives. Et on peut, sur la base de ces réactions végétatives aussi, savoir que tel ou tel patient a mal.
Et parmi les conséquences de la douleur, on va passer quelques-unes en revue. La liste n'est pas exhaustive. Donc, sur le plan neuro-endocrinien, on aura un hypercatabolisme. Et pour ceux qui sont dans le secteur chirurgical, ceci peut être cause de retard de cicatrisation. On a une insulinorésistance, donc hyperglycémie, qui va exposer le patient à l'infection. Sur le plan cardiovasculaire, la douleur va entraîner une réaction sympathique dans le sens de la stimulation, responsable d'une vasoconstriction, d'une tachycardie, d'une hypertension artérielle. Et attention, chez le patient qui a une ischémie, qui a des problèmes cardiaques, on peut aboutir à une ischémie ou carrément l'infarctus du myocarde. Sur le plan respiratoire, quand on a mal, on ne respire plus amplement. Donc, ceci va être responsable d'atelectasie, mais on ne tousse pas non plus parce que ça fera mal. Donc, on va accumuler les sécrétions qui vont être responsables donc d'infection et d'hypoxémie par la suite. Et pour terminer sur cette diapositive, je vais aller au fait que quand on a mal, on ne veut pas bouger beaucoup. Donc, le patient est exposé au risque de maladie thromboveineuse. Après avoir reconnu la douleur chez le patient, il faut l'analyser. Analyser, ça va comporter plusieurs étapes. Et quand on parle d'analyser, il s'agira d'évaluer l'intensité de la douleur, jusqu'à quel point le patient a mal, définir le type de douleur. Est-ce qu'il existe d'autres facteurs associés à la présence de cette douleur? Donc, dans le déroulé, on va plus s'appesantir sur ces 3 premiers items, mais d'autres éléments à évaluer donc et qui rentrent dans l'analyse de la douleur, c'est le siège. Et il ne faut pas négliger ça. Quand quelqu'un vous dit « j'ai mal », demandez-lui où est-ce qu'il a mal. Il y a une histoire qu'on aime bien raconter, c'est celle du monsieur qui a été opéré de la hanche et qui, à un moment donné, dit qu'il a mal. L'infirmière avait des consignes. Le malade a mal, vous donnez tel médicament. Si la douleur persiste, vous rajoutez tel autre et on escaladait jusqu'à ce que le patient puisse être soulagé. Donc, elle, quand le patient lui a dit « j'ai mal », elle a suivi le protocole, elle a escaladé. Malheureusement, à un moment donné, le patient fait un arrêt cardiaque. Donc, tout le monde est alerté, on le réanime. Et quand il était capable de réagir, de répondre, on a cherché à comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Le monsieur a fait un infarctus du myocarde. Il dit il avait mal, mais c'était à la poitrine. Mais l'infirmière n'a pas demandé où est-ce qu'il avait mal. Pour elle, c'était le site opératoire, la hanche, qui lui faisait mal. Donc, c'est important de toujours chercher quel est le siège de la douleur pour ne pas passer à côté de quelque chose de très, très grave, comme c'était dans le cas comme c'était le cas pour ce patient. Les traitements reçus, il faut les rechercher également pour ne pas administrer un médicament de manière inappropriée. Inappropriée dans le sens que le malade a probablement déjà pris le médicament et on ne respecte pas les délais d'administration. Le paracétamol, il peut l'avoir pris à la maison et quand il vient à l'hôpital, si vous ne demandez pas, vous pouvez réadministrer alors que ça ne fait pas longtemps qu'il a pris son paracétamol. Donc, il faut toujours rechercher, demander du moins les traitements reçus. L'évolution, il a pris tel médicament, est-ce que ça l'a soulagé ou pas? Et en fonction, vous aviserez. Donc, on va repartir sur les 3 premiers items. Donc, je disais évaluer l'intensité de la douleur qui était le premier point. Pourquoi évaluer cette intensité? Parce que c'est l'élément principal qui va guider le choix du traitement. Donc, le traitement de la douleur n'est pas fonction de la cause. Douleur égale douleur, que ce soit une douleur post-opératoire, que ce soit une douleur chez le drépanocytaire. Le traitement symptomatique sera le même. Donc, il faudrait faire des traitements
étiologique, après ça, c'est autre chose. Mais pour traiter la douleur en elle-même, c'est l'intensité qui va guider le choix des médicaments à administrer. Et d'évaluer cette douleur va nous permettre également d'évaluer la réponse au traitement. Est-ce que le médicament ou les médicaments que j'ai donnés soulagent le patient ou pas? Et enfin, un troisième argument pour évaluer, je ne me suis pas trop attardée sur ça, mais la douleur est quelque chose d'éminemment subjectif. Donc, de l'évaluer, c'est essayer de rendre objectif quelque chose qui est très subjectif. Et on considère, ou on devrait considérer la douleur comme le cinquième signe vital. Donc, autant on prend la pression artérielle, la température, la saturation du patient, autant on devrait évaluer la douleur dans la prise en charge du patient. Donc, comment on va évaluer cette douleur-là? Il s'agira de lui donner des scores au repos et pendant les mouvements. Donc, je vais évaluer la douleur pendant que le patient est au repos et ensuite, je vais lui demander de faire un mouvement, se mettre assis dans le lit ou debout et on réévalue la douleur. Également, chercher à savoir comment cette douleur affecte la vie du patient au quotidien. Je vous disais tantôt, dans les conséquences, le patient n'arrivera pas à tousser, il n'arrivera pas à bouger, ce qui va être source de morbidité. Donc, il faut rechercher ça et savoir si le patient arrive à travailler malgré sa douleur. Là, on sera pas forcément dans le milieu médical ni des douleurs aiguës, mais dans le cas des douleurs chroniques. Donc, pour évaluer cette douleur, on a deux groupes d'outils. Les échelles, on a les échelles d'auto-évaluation et les échelles d'hétéro-évaluation. La différence, c'est quoi? Les échelles d'auto-évaluation seront utilisées sur le sujet adulte, conscient, qui peut comprendre ce que vous lui expliquez et qui va, sur la base des explications que vous lui donnez là, attribuer un score à sa douleur. Ces échelles d'auto-évaluation peuvent être utilisées chez l'enfant. En moyenne, à partir de 5 ans, l'enfant qui comprend ce que vous lui expliquez, qui peut donc comprendre et faire ce que vous lui demandez. Comme échelle d'auto-évaluation, donc, on a l'échelle visuelle analogique, l'échelle numérique simple, l'échelle verbale simple. La liste n'est pas exhaustive. On repassera en revue certaines de ces échelles. Et à côté des échelles d'auto-évaluation, on a les échelles d'hétéro-évaluation qui seront utilisées chez les enfants, donc qui ne sont pas à même de comprendre ce qu'on leur demande. Donc, l'enfant de moins de 5 ans, le sujet adulte qui n'est pas conscient ou qui a des troubles cognitifs qui font qu'il ne peut pas comprendre, vous allez utiliser les échelles d'hétéro-évaluation. Et là, on va se baser sur le volet comportemental donc de la douleur pour caractériser. On a dit, ben, celui qui a mal, la réaction motrice, donc on va voir tout ça, le faciès, etc. Je passerai également quelques échelles d'hétéro-évaluation. Donc là, vous regardez le patient et vous lui donnez une cote en fonction de divers critères. Donc la première échelle qu'on voit un peu en détail, c'est l'échelle visuelle analogique. Je ne peux pas pointer, mais cette échelle a deux faces. Donc vous avez une face graduée, la face graduée qui est orientée vers vous, et une face non graduée qui est orientée vers le patient. Et vous avez un curseur. Donc, vous voyez la graduation de 0 à 10 sur la phase graduée. Donc, là, c'est d'expliquer au patient si on va utiliser cet outil-là pour apprécier votre douleur. Donc, du côté de 0, vous lui dites si ici, vous n'avez pas du tout mal. Là, vous avez très, très mal. Donc, ce que je vais vous demander, on a un curseur là, bougez le curseur entre les deux extrêmes. Donc, on reprend là, vous n'avez pas du tout mal. Ici, vous avez très, très mal. Situez votre douleur entre les deux extrêmes. Et à partir du curseur, grâce au curseur, lui, il pourra bouger. Et le curseur a une marque.
Donc, vous allez sur la face graduée qui est orientée vers vous, vous verrez à quel niveau est la marque. Ici, on est à peu près à 4. Donc, vous allez coter la douleur du patient à 4. Donc, c'est lui qui a bougé le curseur et vous lisez et vous donnez une cote. Donc, cette douleur sera dite faible ou absente si elle est inférieure à 3, modérée si elle est entre 3 et 6, et intense entre 7 et 8 et douleur insupportable entre 9 et 10. Vous aurez d'autres découpages, mais ce n'est pas très, très différent de ce que je vous ai donné ici. Et ça, c'est à retenir parce que c'est sur la base de ça qu'on va donner les médicaments. Donc, on a dit tantôt, évaluer la douleur parce que c'est elle qui va guider le choix du traitement. Donc, en fonction de, je suis en face d'une douleur modérée, d'une douleur intense ou insupportable, je vais faire les choix de médicaments qui seront différents. Après l'échelle visuelle analogique, on a l'échelle verbale simple. Donc là, c'est de demander au patient, est-ce qu'il a mal ou il a faiblement mal? On lui donnera un point. Il a modérément mal, il a mal quand même, c'est 2. Il a très mal, on va lui donner 3, donc douleur intense, ou il a très, très mal, douleur insupportable, on va lui donner une cote de 4. Mais c'est lui qui nous dit, j'ai un peu mal, je n'ai pas du tout mal, j'ai très mal, j'ai très, très mal. C'est lui qui nous dit et nous, on va lui donner, lui attribuer un chiffre en fonction donc de ce qu'il va nous dire. L'échelle numérique, c'est le même principe que l'échelle visuelle analogique, sauf qu'on n'a pas de support. Donc, la cotation peut se faire de 0 à 10 ou de 0 à 100, ça dépend de vous. Donc, ça sera de dire au patient, si vous me dites que votre douleur est à 0, ça veut dire que vous n'avez pas du tout mal. À l'inverse, si vous me dites que la douleur est à 10 et que vous avez très, très mal, c'est une douleur insupportable, mais votre douleur peut être entre les deux aussi. Donc, à vous de me dire quel chiffre vous attribuez à votre douleur et donc vous allez pouvoir classer votre patient. Est-ce qu'il a une douleur faible, il a une douleur modérée, etc. On a d'autres échelles qui sont utilisées ailleurs. Là, c'est l'échelle des bidons. Donc, en fonction du bidon vide ou du bidon bien rempli, l'intensité de la douleur n'est pas la même. Je disais tantôt que l'échelle visuelle analogique ou les échelles d'auto-évaluation sont plus utilisées chez les adultes, chez les enfants à partir de 5 ans, ou l'enfant qui est en mesure de comprendre vraiment ce que vous lui dites. On peut utiliser une échelle d'auto-évaluation. Comme modèle d'échelle d'auto-évaluation, chez l'enfant, c'est l'échelle visuelle analogique. Vous voyez que la forme est différente comparativement à celle de l'adulte. L'adulte, on avait une réglette horizontale. Chez l'enfant, c'est plutôt dans le sens vertical. On trouve que l'enfant est plus sensible à ça. Et on a un triangle. C'est le même principe. Cette face que vous voyez sur l'écran est orientée vers l'enfant. Et à l'arrière, vous avez la face graduée où vous lui expliquez. 0, vous n'avez pas du tout mal. 10, vous avez très, très mal. Douleur insupportable, mais vous pouvez être entre les deux. Donc, faites bouger le curseur. Et quand il le fera bouger, vous verrez à l'arrière qu'est-ce qui est marqué. On a l'échelle des visages chez l'enfant aussi. Donc, on a plusieurs visages. Donc, celui-là, à ma gauche, à moi, il y a quelqu'un qui semble détendu, souriant, donc qui n'a pas du tout mal. À l'extrême, du côté opposé, à l'extrême opposé, on a par contre quelqu'un qui a le visage vraiment foncé, pas bien du tout. Donc, lui, c'est la douleur insupportable et on demande à l'enfant de choisir un faciès c'est pas son faciès, mais celui qui semble avoir autant mal que lui. Donc, l'enfant va choisir donc parmi les 6 visages qui sont affichés. Les échelles d'hétéro-évaluation maintenant, je disais, c'est plus approprié à l'enfant. Donc, les limites varient. Dans certains documents, vous verrez 7 ans. Bon, mais on se dit, l'enfant qui est en mesure de comprendre, vous allez utiliser une échelle d'auto-évaluation. On rappelle que l'auto-évaluation, c'est la meilleure technique. Maintenant, si on ne peut pas, on va
faire de l'hétéro-évaluation. Comme échelle d'hétéro-évaluation, on a l'échelle FLAC. On se dit c'est plus en post-opératoire, mais on peut l'utiliser aussi dans d'autres contextes. Et là, vous allez vous baser sur plusieurs facteurs ou plusieurs éléments. C'est le visage. On va regarder le visage de l'enfant. On va regarder ses membres, sa capacité à avoir une activité. Est-ce qu'il pleure et est-ce qu'il se laisse consoler? Je vais prendre un peu de temps pour expliquer cette échelle. Les autres échelles d'hétéro-évaluation répondent au même principe. Donc, vous avez des critères. Donc, on vient de citer le visage, les jambes, et on va regarder. Donc, pour ce qui est du visage, dans ce cas de figure, si l'enfant n'a pas une expression particulière qui rappelle quelque chose de désagréable, où il est souriant, il rit, on va lui donner comme cote 0. Par contre, vous avez un enfant qui grimace quelque peu, il n'a pas le visage très foncé, mais un peu, il grimace occasionnellement, il ne s'intéresse pas tellement à ce qui se passe autour de lui, vous allez lui donner 1. Et pour ceux qui sont en pédiatrie, souvent quand les enfants ont très mal, le menton tremble. Donc, vous allez regarder, est-ce que, au lieu d'avoir un visage souriant, de grimacer et occasionnellement, il a plutôt le menton qui tremble et les mâchoires crispées. À ce moment, vous allez lui donner 2. Vous avez évalué le côté, le visage, vous passez aux jambes. Donc, regardez les jambes de l'enfant. Est-ce que les jambes sont en position normale? Bon, voilà, il est calmement couché dans son lit. Ou bien, il balance les jambes de temps à autre. Il est mal à l'aise, il bouge, il étend, il est détend. Bon, vous allez lui donner 1. À l'inverse de bouger un peu, il peut donner de francs coups de pied ou de jambes. Donc, la jambe est pliée et puis il fait un mouvement sec d'extension où il est complètement en hyperextension, où il se dresse sur les pieds, sur les jambes, les pieds, vous allez lui donner 2 comme cote. Et on va procéder ainsi de suite. Je vais aller à la consolabilité. Donc, c'est un enfant qui n'a pas besoin d'être consolé. Il ne pleure pas, il est tranquille dans son lit. Vous allez lui donner 0. Ou bien, c'est un enfant qui pleurniche, mais quand vous adressez à lui, vous le caressez, il arrête de pleurer. Donc là, il se laisse consoler. Vous allez lui donner 1. Ou bien, cet enfant-là, il pleure, vous avez beau faire ce que vous pouvez, il n'arrête pas de pleurer, donc inconsolable, vous allez lui donner 2. Et à la fin, vous faites la sommation. Donc, visage, je lui avais donné combien? Si c'était 1, on prend 1. Les jambes, j'avais donné combien? C'est peut-être 2, je prends 2. Activité, je lui avais donné 1. Les pleurs, je lui avais donné 1. Consolabilité, je lui avais donné 1. Je fais la sommation et j'ai un chiffre. Et on vous dira, cette douleur-là va nécessiter un traitement si la cotation totale vous donne une valeur d'au moins 4. Là, il faut traiter la douleur. Et ici également, vous avez les marges pour classer la douleur en faible, modéré, intense ou très intense. Donc, en fonction de ça, vous aurez à choisir des médicaments appropriés donc, pour la prise en charge de cette douleur. L'échelle Evendol, qui est également une échelle d'hétéro-évaluation, qui est utilisée chez l'enfant préférentiellement, et donc vous aurez des items également comme chez l'enfant. Le seuil de traitement, c'est aussi 4. À partir de 4, il faut traiter la douleur. On a l'échelle Algo Plus, qui est utilisée chez le sujet âgé, qui n'est pas conscient ou qui n'est pas en mesure de comprendre ce qu'on lui dit. Dans tous les cas, quand on utilise une échelle d'hétéro-évaluation, on dit de noter tout ce que l'on observe, même si on pense que les signes ne sont pas dus à la douleur, mais à la peur, à l'inconfort, à la fatigue ou à la gravité de la maladie. Donc, si on prend les pleurs, il y a des enfants qui pleurent dès qu'ils voient
un agent de santé. Ils voient une blouse blanche, ils vont commencer à pleurer. Mais si vous êtes dans le cadre de l'évaluation de la douleur, vous n'essayez pas de trouver une autre cause à ces pleurs. Ils pleurent, vous allez coter ça comme c'est demandé en fonction de l'échelle que vous utilisez. Donc là, on a un récapitulatif des différentes échelles donc en fonction de l'âge. Donc, toujours dans l'évaluation de la douleur, on a évalué son intensité, mais je disais, il faut faire cela au repos et lors des mouvements. Il faut évaluer cette douleur-là pour en connaître l'impact sur l'activité du patient. Donc, on a comme score là les chiffres A, B, C. Donc, si la douleur ne limite pas l'activité du patient, ben, ça sera coté à 1. Si ça limite faiblement à modérément, ça sera coté B. Et si le patient est incapable de mener ses activités quotidiennes parce que ben, il a mal, vous allez coter la limitation de l'activité donc à C. Donc, l'évaluation de la douleur, on a cité plusieurs éléments. Donc, on a parlé du siège, du traitement et de l'évolution. On a passé en revue de manière plus approfondie l'évaluation de l'intensité de la douleur. Après, il faut classer la douleur. Donc, comment on va classer cette douleur? On a plusieurs critères. La douleur peut être classée en fonction de sa durée. On aura douleur aiguë versus douleur chronique. En fonction de son origine, on distinguera douleur cancéreuse de douleur non cancéreuse. En fonction du mécanisme. Est-ce un mécanisme nociceptif, on va dire physiologique ou neuropathique, qui est la douleur pathologique. Donc, la douleur aiguë, c'est celle qui est d'apparition récente et qui est normalement de durée limitée. Donc, le patient drépanocytaire qui fait sa crise, bon, pendant la crise, la douleur sera limitée. Il est drépanocytaire pour la vie, mais sauf s'il a un traitement autre. Mais sa douleur, ça sera pendant un moment et après, ça va passer. Idem pour la douleur en post-opératoire. Le patient a mal post-opératoire, mais normalement, cette douleur-là ne doit pas durer au-delà d'un certain temps. À côté de la douleur aiguë, on a la douleur chronique qui est d'une durée de plus de 3 mois. Et elle va persister donc après la guérison normale et les origines sont parfois pas identifiables. C'est pas comme dans la douleur aiguë, ben, après une chirurgie, j'ai mal, le patient drépanocytaire qui fait sa crise, il a mal, ou quelqu'un qui se blesse, il a mal parce qu'il y a une effraction. Là, dans la douleur chronique, on ne retrouve pas toujours la cause. En fonction de l'origine, les douleurs cancéreuses, on retient qu'elles sont progressives. Donc, elles vont commencer petit à petit et vont s'aggraver dans le temps. Et on peut avoir une association de douleur aiguë et douleur chronique. Donc, une douleur chronique sur laquelle va se greffer une douleur aiguë. Les douleurs non cancéreuses, on a plusieurs causes possibles. Donc, la chirurgie, les traumatismes, certaines pathologies qui vont entraîner la douleur. Autre critère de classification, on avait dit les mécanismes. Donc, on aura la douleur nociceptive qui s'oppose à la douleur neuropathique. La douleur nociceptive, elle se caractérise par le fait qu'on a une lésion tissulaire évidente ou une maladie, parfois appelée douleur physiologique, parce que ça a pour objet de nous protéger, cette douleur nociceptive-là. Quelqu'un qui a une appendicite, c'est la douleur
qui va l'amener à consulter. S'il n'avait pas cette douleur, ben, il n'allait pas consulter, l'appendicite allait évoluer, il va se faire sa péritonite, il n'a toujours pas mal, il fera son choc septique, son choc hypovolémique et il va décéder. Donc, la douleur nous permet de savoir que l'organisme est en danger et donc de prendre les mesures nécessaires. Et on arrive à décrire de manière bien précise cette douleur-là. Elle est à type de brûlure, elle est à type de tranchant et elle est bien localisée. À côté, on a la douleur neuropathique ou neurogène qui est due à une lésion du système sensitif lui-même, les nerfs qui seront lésés. Et dans ce cas, on n'a pas une fonction protectrice. Contrairement à la douleur nociceptive qui nous protège, la douleur neuropathique, bien souvent, bon, elle est là, mais elle ne sert pas à nous mettre en alerte vis-à-vis de quoi que ce soit. Et elle est souvent décrite comme étant une sensation de brûlure, de picotement, et on n'arrive pas toujours à bien la localiser. On avait vu les échelles d'évaluation de la douleur, et c'était plus la douleur nociceptive. Pour poser le diagnostic de la douleur neuropathique, on a une autre échelle qu'on appelle le questionnaire, bon, une échelle, on a le questionnaire DN4 qui va donc vous permettre de poser le diagnostic de la douleur neuropathique. Donc, on va chercher à savoir est-ce que la douleur est à type de brûlure, de sensation de froid, de décharge électrique. Ça, c'est le premier groupe d'items. Ensuite, est-ce que la douleur est associée dans la même zone à un ou plusieurs des symptômes qui suivent, les fourmillements, les picotements, et vous allez coter tout ça. Et quand vous avez deux réponses, oui, c'est que votre patient présente probablement, 4 du moins, c'est que votre patient présente une douleur neuropathique. Donc, si on a 4 points, ça veut dire que ou 4, 8, ça veut dire que le patient présente une douleur neuropathique. On va essayer de comprendre maintenant un peu comment tout ça arrive. On a parlé de douleur, classer la douleur selon plusieurs critères et entre autres le mécanisme. Donc, on va revoir un peu plus dans le détail comment la douleur survient donc, dans ce sous-chapitre de physiologie, physiopathologie de la douleur. Elle est un peu plus longue que les autres parties, mais avant de continuer, on va faire une petite nuance, c'est la nuance entre nociception et douleur. Donc, on définit la douleur comme étant l'ensemble des fonctions de l'organisme qui vont permettre de détecter, percevoir et réagir à des stimuli internes ou externes potentiellement nocifs pour l'organisme et qui visent à sauvegarder l'intégrité de l'organisme. Donc, si j'ai une agression, que ce soit externe ou interne, l'organisme m'en informe. Donc, on est dans la nociception globalement. Mais pour dire que c'est une douleur, il faut une autre étape. Et ça, je vous renvoie donc aux 4 composantes de la douleur qui vont impliquer mon affect. Donc, mon humeur va changer et je vais trouver que ce qui m'est appliqué là est désagréable. Alors que, bon, pour la nociception simple, si je suis en train de m'approcher d'une source chaude, ben, à un moment donné, ben, je réalise que ben, je suis en train de m'approcher de quelque chose de dangereux. Donc, je vais m'arrêter, je ne vais pas continuer à progresser vers la source. Mais si je ne m'arrête pas, que je continue à progresser, je vais aller mettre peut-être ma main ou mon pied dans la source chaude. En ce moment, ben, je vais ressentir de la douleur. Donc, on dit qu'on parle de la nociception et plusieurs facteurs vont influer justement pour que je puisse dire telle chose-là, je la définis comme étant la douleur. Et parmi ces facteurs, il y a les croyances, les facteurs sociaux, les facteurs culturels, la personnalité, les facteurs psychologiques et les contextes. Donc, on se dit quelqu'un qui a un cancer, ben, il va
il aura tendance à ressentir la douleur de manière beaucoup plus importante que quelqu'un qui n'a pas cette pathologie-là. Et je reviendrai là-dessus sur une diapositive. Les facteurs sociaux, je ne sais pas si c'est partout en Afrique, mais dans certaines ethnies chez nous, on dirait par exemple que le garçon n'a pas mal, le garçon ne doit pas avoir mal. Donc, un garçon peut subir une lésion, mais comme il a été formaté, il ne va pas ressentir la douleur ou caractériser son agression de la même manière que la fille qui est autorisée à avoir mal. Donc, ces facteurs-là vont quelque peu influer sur le fait qu'on parte de la nociception à l'expression de la douleur. Donc, du fait que plusieurs facteurs influent la perception de la douleur, notamment les facteurs psychologiques, ceci sera un atout dans la prise en charge de la douleur, parce qu'on pourra se baser donc sur les critères psychologiques ou des moyens psychologiques pour traiter la douleur. Et différents médicaments vont être utilisés parce que ça va agir à différents niveaux de la voie nociceptive. Donc, je disais qu'on va revenir sur les paramètres autres facteurs qui vont influer sur notre perception de la douleur. Est-ce que vous pensez que ce monsieur, il a mal? Bon, comme ce n'est pas très interactif, je vais passer là-dessus. Mais si on se rapporte je vais passer vite, si on se rapporte à la définition de la douleur, qui est qu'on a cette sensation de quelque chose de désagréable, si on regarde sa mine, je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran, ça ne semble pas être la mine de quelqu'un qui souffre, il a l'air plutôt détendu, épanoui. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il a mal? A priori, non. Parce qu'il ne ressent pas quelque chose de désagréable, il n'exprime pas quelque chose de désagréable, mais bon, ça sera à lui de décider. Et on a dit les facteurs culturels. Ce monsieur, il est en train de vivre un rite d'initiation. Donc, il ne va pas prendre la chose de la même manière que si c'était quelqu'un qu'on torturait, et dans le cas de cette torture-là, on lui aurait mis les crochets dans le dos. Un autre exemple pour illustrer l'influence des autres facteurs dans la perception de la douleur, c'est chez les hommes, quand ils jouent par exemple au football, en général, ils jouent et tout va bien. C'est quand il rentre à la maison, après sa douche, il est détendu, il va se rendre compte qu'il a mal quelque part. Donc, il réalise, il a une plaie ici, là. Mais sur le terrain, il ne l'a pas ressenti parce qu'il avait l'attention focalisée sur autre chose, sur son match, pas sur sa personne. Et une fois que le match est terminé, il est chez lui, il se refocalise sur lui-même et il va percevoir sa douleur. Donc, pour dire un peu que de passer de la nociception à la douleur, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Bon, on revient un peu plus dans la physiologie. Donc, la douleur, on dira, c'est comme une affaire de câblage. Donc, on a plusieurs étapes et donc qui vont se suivre et qui sont interdépendantes. La première étape, c'est la périphérie. Donc, en périphérie, on a un certain nombre de choses qui vont se produire. Donc, c'est notamment le stimulus. Donc, je reçois un coup de marteau sur la main. Il y aura une création ou naissance d'un potentiel d'action qui va conduire cette information au niveau de la moelle épinière. Et de la moelle épinière, l'information sera conduite au cerveau. Et c'est au niveau du cerveau qu'on aura ce qu'on appelle l'intégration, l'analyse de cette information. Et à la fin, le cerveau nous dit, vous avez mal, c'est à tel endroit, c'est de tel type, etc. Donc, on repasse un peu en détail ce qui va se passer en périphérie. Donc, on va partir de la lésion tissulaire.
cette lésion tissulaire qui va entraîner la libération de médiateurs chimiques. Et ces médiateurs chimiques-là vont stimuler ce qu'on appelle les nocicepteurs, donc qui sont les récepteurs sensoriels donc aux stimuli nociceptifs. Et de cette périphérie, l'information sera conduite à la moelle épinière, qui est la deuxième étape, grâce à deux types de fibres, les fibres A delta et les fibres C. On a d'autres types de fibres qui conduisent l'information, dans les fibres du tact, etc., mais ce ne sont pas les fibres A delta et les fibres C. C'est important de retenir cela aussi parce que ça a quelque peu une implication donc, dans comment on réagit par rapport à la douleur. Donc, je disais en périphérie, donc, je reçois un coup de marteau ou je me coupe le doigt avec quelque chose. Le fait du traumatisme, on aura libération des substances algogènes que vous avez ici, le H+, le K+, l'ATP. Et la membrane cellulaire est constituée de phospholipides. Elle aussi, elle sera endommagée. Donc, il y aura libération d'acide arachidonique qui va conduire à la production de prostaglandine. Donc, on a une lésion qui a entraîné la libération de substances algogènes. Ces substances algogènes-là vont stimuler les nocicepteurs. Donc, les nocicepteurs qui sont disséminés au niveau des organes et qui sont les terminaisons nerveuses libres ramifiées. Et ces nocicepteurs vont être activés directement, mais aussi par la libération des substances algogènes dont j'ai parlé tantôt. Donc, une fois que ces nocicepteurs sont activés, il y aura création d'un potentiel d'action qui devrait être conduit à la moelle épinière. Et comme je l'ai dit tantôt, les fibres de la nociception, ce sont les fibres A delta et les fibres C. Vous voyez que la fibre C est représentée par une tortue ici. C'est pour dire qu'elle conduit lentement l'information. À l'inverse, les fibres qui conduisent le tact sont représentées par un lapin, c'est-à-dire que ça conduit rapidement l'information donc vers la moelle épinière et ceci n'est pas banal. Donc, au niveau de la moelle épinière, qu'est-ce qui va se passer? Le neurone périphérique va faire synapse avec le deuxième neurone pour faire passer l'information. Mais pour que l'information passe de ce premier neurone au deuxième, on a besoin de certains neuromédiateurs dont le principal est le glutamate. Pour les anesthésies, cela a une grande implication parce qu'ils s'en servent donc pour gérer la douleur. Et la libération des neuromédiateurs en présynaptique sera facilitée par l'ATP, la prostaglandine, mais inhibée par les opioïdes, la noradrénaline, la sérotonine et le GABA. Ça aussi, c'est important parce qu'on va s'appuyer sur ça donc pour initier certains traitements. Petite précision, c'est que le deuxième neurone, plusieurs neurones périphériques peuvent s'aboucher sur un même deuxième neurone. Et c'est ce qui va expliquer ce qu'on appelle les douleurs projetées ou référées. Donc, vous voyez ici l'information provenant du cœur, l'information provenant d'un muscle qui va aller sur le même deuxième neurone. Quand le cerveau va recevoir l'information, il ne saura pas toujours est-ce du cœur ou est-ce du muscle qu'il a reçu l'information. Et l'exemple typique, ce sont les douleurs de l'infarctus du myocarde. Le patient qui fait son infarctus du myocarde, donc, peut ressentir une douleur à la mâchoire, la douleur au niveau du bras. C'est sur la base de ce phénomène donc de plusieurs neurones, premiers neurones qui vont s'aboucher sur un même deuxième neurone. Donc, après la moelle épinière, l'information va aller au cerveau via plusieurs types de fibres. Donc, on a le faisceau spinothalamique qui va aller sur le cortex et qui va permettre donc d'identifier, de localiser le stimulus nociceptif. On a le faisceau spino-réticulothalamique qui va se projeter sur d'autres endroits du cerveau et qui va donc
mobiliser l'attention, nous faire ressentir des émotions désagréables. Et au niveau du cortex cérébral, l'information qui arrive là, c'est ce qui va nous permettre d'avoir la réaction adaptée face à l'agression dont nous faisons l'objet. Donc là, on a vu les différentes étapes de la douleur, les voies que l'influx va suivre jusqu'au niveau du cerveau. Présenté comme ça, c'est comme si l'intensité de la douleur telle que perçue en périphérie, c'est ce qui est exactement transmis au cerveau, alors que non, ce n'est pas ce qui se passe, parce qu'on a ce qu'on appelle des phénomènes de modulation, ce qu'on va aborder maintenant, ces phénomènes de modulation qui vont soit amplifier l'information qui va arriver au cerveau ou à l'inverse, la diminuer. Ça fait un peu rébarbatif, mais on va y arriver. Donc, cette modulation se fera à plusieurs niveaux. Au niveau périphérique, on aura ce qu'on appelle l'hyperalgésie primaire, l'hyperalgésie secondaire. Au niveau médulaire, on a 3 mécanismes qui vont se produire et au niveau supraspinal, on aura 2 mécanismes. Je ne vais pas m'attarder sur tous. Donc, l'hyperalgésie primaire, ça serait une réponse augmentée à un stimulus normalement douloureux au niveau d'une zone lésée. Ceci parce que on aura activation des nocicepteurs dits silencieux et que le seuil d'activation des nocicepteurs sera abaissé avec une réponse augmentée à un même stimulus et des activités spontanées. L'application pratique de ça, c'est lorsque je me fais une blessure au doigt, c'est sûr qu'après, même si c'est quelque chose, je touche quelque chose ou on m'applique quelque chose qui n'est pas initialement ou normalement douloureux, je vais ressentir une douleur exagérée parce que, voilà, la partie atteinte par le nouveau stimulus était déjà traumatisée. Donc, ça, tout le monde fait l'expérience où vous avez une brûlure. Si vous cognez un peu la partie brûlée, ça fait exagérément mal. Donc, l'hyperalgésie secondaire, on a le mécanisme, l'application de ça aussi, c'est que je me blesse à un niveau bien donné, mais tout le pourtour sur une certaine distance sera également douloureux parce que les substances algogènes vont diffuser et aller stimuler donc les nocicepteurs qui sont à ces endroits un peu décalés par rapport au site initial donc de la lésion. Au niveau de la moelle épinière, on a ce qu'on appelle le gate control, la théorie du contrôle de la porte, qui stipule que les messages nociceptifs véhiculés par les grosses fibres vont bloquer l'information nociceptive à l'entrée dans la moelle épinière et leur fermer la porte. Donc, vous avez l'illustration là. On a dit que les fibres qui transmettent la douleur, ce sont les fibres A delta et les fibres AC. Et à côté, on a les fibres du tact, les fibres A alpha, A bêta, qui vont tous les deux. La fibre A alpha va avoir une interconnexion qui va aller donc sur le même deuxième neurone que la fibre A delta ou la fibre C. Donc, pratiquement aussi, comment ça, on l'exploite. Quand je me cogne contre quelque chose, le réflexe, c'est de me passer la main de caresser la partie traumatisée. Donc, on a dit que les fibres du tact sont comme des lapins, ça conduit rapidement, à l'inverse des fibres de la douleur. Donc, quand je fais ça, je stimule les fibres du tact qui sont plus rapides, donc qui vont arriver au niveau de la moelle épinière avant que les fibres de la douleur n'envoient leur information. Et donc, l'information qui sera véhiculée par les fibres de la douleur vont moins bien passer que si il n'y avait pas eu l'information préalable véhiculée par les fibres du tact. L'hyperexcitabilité des neurones spinaux, eux seront responsables d'une transmission excessive de la douleur due à la libération massive de neuromédiateurs par la fibre présynaptique et vont faire intervenir le système glutamate récepteur. Donc, si vous vous rappelez, on a dit passage
premier neurone, deuxième neurone, on a besoin de neuromédiateurs dont le plus important est le glutamate. Et je disais que les anesthésistes exploitent ça. Donc, l'hyperexcitabilité sera en lien avec le récepteur, le système glutamate, récepteur NMDA. Et cette hyperexcitabilité-là va être grave. Donc, l'application pratique de ce phénomène, c'est celui-là. Donc, on a fait une expérience chez des groupes de patients. Donc, on va se mettre au-dessus de la figure, les figures du dessus. Donc, vous avez le groupe contrôle et le groupe qui va recevoir un antagoniste du récepteur NMDA. Et dans chacun des groupes, on va faire une stimulation unique. On voit que la réaction ou l'amplitude des potentiels ne sont pas tellement différents. Donc, l'intensité de la douleur ne diffère pas lorsqu'on applique un seul stimulus. Faites l'expérience, mais dans une condition quelque peu différente, c'est que là, on va faire des stimulations répétées. Stimulations répétées, comme par exemple en chirurgie. Quand on fait de la chirurgie, mais il y a plusieurs agressions. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que l'intensité de la douleur est plus importante dans le groupe qui n'a pas reçu l'antagoniste du récepteur NMDA. À l'inverse, dans le groupe où on a administré l'antagoniste du récepteur, on voit que l'intensité de la douleur diminue. Et les anesthésistes exploitent cela en administrant donc la kétamine qui est un agoniste donc du récepteur NMDA, un antagoniste du récepteur NMDA. Donc, voilà une application pratique donc de ce phénomène d'hyperexcitabilité neuronale au niveau de la moelle épinière. On retient qu'on a des récepteurs morphiniques en pré- et post-synaptiques au niveau de la moelle épinière et ça aussi, on va l'utiliser pour gérer la douleur. Cette modulation va se faire au niveau du cerveau également via les voies descendantes inhibitrices qui partent du cerveau et qui vont libérer des substances opioïdes endogènes. Et les substances opioïdes endogènes vont aller au niveau de la moelle épinière. On a dit comme élément qui inhibe le passage premier neurone, deuxième neurone, on avait cité donc les substances opioïdes. Et donc, ces voies descendantes inhibitrices-là vont permettre donc de diminuer, d'abolir le passage de l'information du premier neurone vers le deuxième, réceptif également, qui sont un phénomène de modulation à tendance à diminuer l'intensité de la douleur. Donc, on a reconnu la douleur, on l'a analysée, notamment l'évaluation de l'intensité de la douleur, qui est un rappel, l'élément fondamental pour initier un traitement. On a caractérisé cette douleur, on en a apprécié le mécanisme de survenue. Il faut maintenant pouvoir traiter cette douleur. Donc, traiter la douleur, ça va impliquer quoi? Il faut d'abord savoir qu'il y a des principes à la prise en charge de la douleur. Donc, c'est d'abord de détecter le patient douloureux. Donc, détecter le patient douloureux, on a des situations dans lesquelles il va avoir mal. Si vous opérez quelqu'un, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas mal si on le laisse comme ça. Donc, en post-opératoire, dire administration de l'antalgique à la demande. Parce qu'on a créé des lésions, ça fera mal
il faut pouvoir détecter ce type de patient-là en fonction du contexte. Il faut proposer un traitement à l'intensité. Donc, on reviendra amplement sur ça, parce que si le traitement n'est pas adapté à l'intensité, c'est que le patient ne sera pas satisfait. Ce qu'on a vu en début d'exposé, beaucoup de patients se plaignent de douleurs en post-opératoire. Et comme je disais tantôt, c'est des traitements systématiques dans certaines conditions et non à la demande. Et il faut savoir recourir à l'analgésie balancée ou à l'analgésie multimodale. On reviendra sur ça également. Comme autre impératif, donc, je reviens à l'analgésie balancée, l'analgésie multimodale. Donc, pour traiter la douleur, on va utiliser tout ce qu'on peut utiliser comme moyen. Donc, on aura des traitements, les traitements dans la jeunesse, allant de la périphérie, en passant par la moelle épinière. On avait dit que sont utilisés à ces différents niveaux-là. Donc, il faut savoir profiter de cela. Donc, on dirait analgésie balancée, il y a juste une petite nuance. Je crois que de manière indifférente. Donc, analgésie balancée, ça sera utilisé par voie générale. Donc, multime changé. Donc là, on va associer plutôt voie générale et voie loco-régionale. Donc, quand j'utilise du paracétamol chez un patient à qui j'avais fait de l'arachimorphine ou bien chez qui j'ai fait une anesthésie loco-régionale autre, je suis en train de faire de l'analgésie multimodale. Mais comme je disais, dans la pratique, on utilise les deux termes de manière indifférente. Donc, les traitements non pharmacologiques, ça, je vais aller un peu vite dessus. On va s'appuyer sur les autres composantes à l'origine de la douleur. Donc, là, on peut recourir à des moyens physiques tels que le repos, la mise en place de glace sur la partie douloureuse, le traitement de la cause, l'acupuncture, les massages, l'hypnose, parce qu'on a vu que l'attention jouait un rôle important dans la perception de la douleur. Donc, quand je fais l'hypnose, je soustrais la personne à la réalité consciente de ce qui se passe. Donc, ça permet de gérer la douleur. Comme autre moyen, on a la communication thérapeutique. Et pour ceux qui sont en pédiatrie, le sucre sur la langue, ça, c'est assez magique pour certains gestes. Prendre une voie veineuse, par exemple, mettez quelques gouttes de sérum glucosé, 10% ou de l'eau sucrée sur la langue de l'enfant. Vous allez prendre votre voix, il ne bougera pas. Donc, on peut exploiter des choses comme ça. Dans certains hôpitaux, on fait recours au clown. Pendant qu'on fait certains gestes peu douloureux, c'est toujours pour détourner l'attention de ce qui se passe. Donc, l'enfant est occupé à regarder il va moins sentir la douleur. Les traitements psychologiques, donc tout ça nous ramène aux facteurs qui influent sur la perception de la douleur. Donc, entre autres, il faut une écoute empathique, il faut des gestes affectueux envers le patient. On peut juste poser une main sur le ventre, sur le front, ça soulage. Et parfois, on peut faire appel au psychologue donc, pour aider à prendre en charge la douleur, notamment quand il s'agit des douleurs chroniques. Les traitements pharmacologiques, l'OMS a proposé des médicaments qu'elle a classés en 3 groupes. Donc, les antalgiques du palier 1, qui sont les non-opioïdes, le paracétamol, les anti-inflammatoires, le néfopam notamment. On a les antalgiques du palier 2, qui sont des opioïdes faibles, le tramadol.
codéine et dextropropoxyphène, on ne les voit plus trop. Dans certains pays, c'est complètement retiré du marché. Et vous avez les antalgiques de palier 3, opioïdes forts avec en tête de liste, donc la morphine. Voici donc les médicaments selon l'OMS et on va les utiliser en fonction de l'intensité de la douleur. Donc, je reviens encore sur cette notion que l'intensité de la douleur, c'est ce qui va orienter donc le choix des médicaments à administrer. Comme autres médicaments, on a les antalgiques locaux. On a parlé d'analgésie multimodale tout à l'heure. Je vais plus revenir tellement sur l'anesthésie loco-régionale, mais voilà, on peut céder des anesthésiques locaux donc pour gérer la douleur. Le protoxyde oxygène, le mélange équimolaire protoxyde oxygène pour traiter la douleur. Les antidépresseurs, notamment lorsqu'on prend en charge les douleurs chroniques, les anticonvulsivants et les autres, la kétamine dont on a parlé tantôt, la clomidine, qui sont des adjuvants donc, dans la prise en charge de la douleur. Un traitement qui n'est pas des moindres, c'est le traitement placebo. Vu que les facteurs psychologiques sont importants, le traitement placebo marche bien souvent. On dit au moins 30%, dans 30% des cas, un traitement placebo marche chez les patients. Et il n'y a pas lieu de traiter le patient de menteur lorsqu'il dit qu'il est soulagé après un traitement placebo, parce que là, on a joué sur sa psychologie et ça fait partie des moyens de traitement pour le patient douloureux. Donc là, je vous présente un tableau avec les différents médicaments, paliers 1 et 2, mais bon, je me dis, on ne va pas s'attarder dessus, on les connaît, le paracétamol, l'ibuprofène, le kétoprophène. Il faut juste, lorsqu'on veut les utiliser, s'assurer que c'est sur un terrain approprié et avoir en tête donc leurs effets secondaires pour ne pas créer plus de dommages aux patients. On va rester un peu plus longtemps sur la morphine, donc qui indique dans les douleurs nociceptives sévères, dans les douleurs cancéreuses, qui a comme avantage d'être très efficace, bon marché, généralement sans danger quand on l'utilise dans les conditions qu'il faut, comme il faut, et qui peut être administré par plusieurs voies. Donc la morphine, comment on va l'utiliser? Idéalement, il faudrait faire une titration. Donc, cette titration peut se faire par voie orale ou par voie veineuse. La titration va consister à donner de petites doses sur un court temps, donc des petites doses répétées jusqu'à soulagement du malade. Et je vois la dose finale qui a permis de soulager le malade. Donc, en péros, comment on dit de faire, c'est donner 0,4 à 0,5 mg kilo sans dépasser 20 mg. Donc, le patient qui vient, qui a mal, et je pense qu'il faut lui donner de la morphine. Je ne vais pas décider d'une dose de morphine d'emblée. Je vais faire la titration. Donc, je fais les 20 mg. J'attends 30 minutes. Je réévalue sa douleur. Si je suis toujours dans les conditions où il faut administrer la morphine, je lui redonne encore une dose complémentaire, mais qui est cette fois diminuée, la moitié à peu près de la première dose. Ça, c'était en péros. En IV chez l'enfant, on vous dira de donner 0,1 milligrammes du moins, sans dépasser 3 mg. Et on va réévaluer la douleur au bout de 5 minutes. S'il faut toujours donner de la morphine, je vais diminuer à 0,025 mg. J'administre 7 kilos et j'administre cette dose-là également à l'enfant. Je répète mon évaluation. Et s'il me faut toujours donner de la morphine, je vais continuer. Donc, je peux, par exemple, si je prends un enfant de 10 kilos, on va lui donner 0,1 mg kilo, donc ça fera 1 mg parce qu'il a une douleur qui nécessite qu'on lui administre de la morphine. Je lui fais ça. 5 minutes après, je le réévalue.
si je suis toujours dans les mêmes conditions, il faut administrer la morphine, je vais faire 0,25, ça fera par kilo, ça me fera 0,25. Au bout de 5 minutes, je le réévalue. Et s'il est soulagé, la dose de morphine qui aurait servi à le soulager, ce sont 1 mg plus 0,25. Donc, au total, 1,25 mg qui ont servi à le soulager. Mais un autre enfant, peut-être qu'on aurait dû administrer une deuxième fois les 0,025 mg kilo. Donc, je donne 2 petites doses sur un court temps et à la fin, quand le patient est soulagé, je comptabilise le total des doses répétées et c'est cette dose cumulée-là qui correspond à la dose nécessaire pour le patient. Chez l'adulte, on fera 2 à 3 mg toutes les 5 à 10 minutes. Donc, je lui fais 2 mg, 5 minutes après, je réévalue. Est-ce qu'il a encore besoin de morphine? Oui, je fais encore 2 mg. Au bout de 5 minutes, je réévalue. Est-ce qu'il en a encore besoin? Non. Ça me fait 4 mg de morphine au total. Ou bien s'il en a encore besoin, je vais faire encore 2. Et si à la 3e administration, il est soulagé, il aurait reçu au total 6 mg de morphine. Et après cette titration, il faut procéder à l'administration discontinue de la morphine. Donc, la dose cumulée sera administrée toutes les 4 à 6 heures si on passe par voie IV ou voie sous-cutanée. Si on fait le relais par voie orale, on va multiplier la dose cumulée par 3 à 4, question de, voilà, au vu de la résorption, donc de l'absorption et résorption par voie digestive, en fait, de la morphine. On peut faire une administration continue. Pour ceux qui ont les pompes pour la PCA, ils peuvent administrer la morphine par la pompe PCA ou pratiquer du moins l'analgésie contrôlée par le patient. Pourquoi titrer la morphine? C'est parce qu'on s'est rendu compte d'une grande variabilité individuelle. Qui concerne le paracétamol, on dit 1 gramme, c'est 1 gramme de paracétamol qui soulage l'adulte. On peut être aussi catégorique avec la morphine parce que c'est pas vrai. Un adulte peut avoir besoin de 10 mg de morphine pour être soulagé et un autre qui a la même lésion, qui a la même intensité, aura besoin de 4 mg par exemple. C'est pour ça qu'on n'a pas de dose. On ne devrait pas administrer une dose d'emblée universelle, je dirais, de morphine, mais titrée. Et le principe de la titration, c'est quoi? J'ai donné une première dose, j'ai évalué, mon patient n'est pas soulagé, donc ça veut dire que je suis dans la zone d'inefficacité. Comme on n'a pas de pointeur, je ne sais pas si vous voyez le curseur. Donc, je donne une première dose, le malade n'est pas soulagé, je suis dans la zone d'inefficacité, je redonne une deuxième dose, je réévalue, je suis toujours dans la zone d'inefficacité, je donne une troisième dose. Et là, le malade est soulagé, je suis dans la zone d'efficacité analgésique. Et donc, je vais comptabiliser les doses successives administrées, c'est cette dose-là qui est efficace pour le patient. Mais je ne continue pas ma titration parce que si je continue dans la foulée, je suis dans la zone d'efficacité, je continue, je vais me retrouver dans la zone de toxicité. Donc, une fois que le patient est soulagé, j'ai ma dose cumulée. Maintenant, je vais respecter les intervalles d'administration. Donc, pour que le patient, donc vous voyez sur les flèches ici, réinjection, pour que le patient ne se retrouve pas encore en zone d'inefficacité et donc de douleur. La morphine est efficace, elle est nécessaire dans certains types de douleurs, mais ce qu'on doit garder à l'esprit, c'est que l'administration de morphine, avoir à l'esprit dépression respiratoire. C'est un des effets secondaires principaux, indissociable en fait de l'effet analgésique. Je sais que je vais soulager mon patient de sa douleur, mais il risque de faire une dépression respiratoire. Donc, il faut le surveiller.
Donc, si votre patient, après administration de morphine, vous fait une dépression respiratoire, c'est que vous ne l'avez pas surveillé. Parce que si on surveille, on va détecter des signes avant-coureurs de cette dépression-là. Et je disais que le traitement est fonction de l'intensité. Là aussi, si vous avez bien évalué l'intensité de la douleur et qu'elle nécessite de la morphine, vous n'avez pas un problème de dépression respiratoire. C'est quand on administre la morphine pour des intensités de douleur qui ne nécessitent pas de la morphine qu'on va avoir plus de dépression respiratoire. Donc, administration de morphine, avoir à l'esprit dépression respiratoire, mais si vous respectez les conditions de prescription de la morphine, que vous surveillez votre patient, a priori, vous ne devriez pas arriver jusqu'à la dépression respiratoire. Donc, quand on dit surveillance, qu'est-ce qu'il faut sur l'état de conscience? Si mon patient est éveillé, il n'y a pas de problème. Je commencerai à me dire, ou bien il est somnolent, il est éveillé verbalement. Donc, le patient qui était bien éveillé, il a mal, il lui donnait sa morphine, il s'endort, mais quand vous lui parlez, il se réveille, il n'y a pas de souci. Il s'endort, mais quand vous lui parlez, il ne se réveille pas, et puis bon, il faut le stimuler, provoquer une douleur encore avant qu'il ne s'éveille. Là, commencez à vous dire, je suis un peu lourd en morphine. Et 3, le patient est difficilement réveillable. Donc, il s'est endormi, vous le pincez, vous faites tout ce que vous voulez, il ne réagit pas. Sachez que vous allez probablement, si vous ne faites rien, vous allez passer à la dépression respiratoire. Donc, vous voyez que si on avait surveillé le patient, on n'allait pas arriver au stade 3. Parce qu'il faut passer par 0, 1, 2 avant d'arriver au 3. Donc, si on le surveille, on va détecter rapidement les choses. Vous pouvez peut-être me dire, oui, est-ce qu'on ne peut pas passer à 3 d'emblée? Oui, mais ça, il faut surveiller. Si vous avez surveillé, vous allez vous rendre compte que le patient est trop endormi et vous allez prendre les mesures nécessaires avant qu'il ne fasse sa dépression respiratoire. Il faut également surveiller la fréquence respiratoire. Donc, on a surveillé l'état de conscience, on dit qu'il faut surveiller la fréquence respiratoire. Donc, on connaît la fréquence respiratoire de l'adulte. Chez l'enfant, il faut tenir compte de l'âge. J'ai administré la morphine, je surveille la fréquence respiratoire. Est-ce qu'elle est normale ou pas? Ensuite, il faut voir, est-ce que le patient ronfle? Donc, s'il ronfle avec une fréquence respiratoire qui reste dans les limites de la normale, bon, on est tranquille. Par contre, quand on passe au R2, le patient commence à respirer de manière irrégulière avec des signes d'obstruction. Bon, ça va précéder les pauses respiratoires vraies, voire l'apnée. Donc là aussi, si on surveille, on a le temps de voir venir les choses et de faire ce qu'il faut à temps. Donc, lorsque vous êtes face à la dépression respiratoire, il faut arrêter l'administration de morphine si, par exemple, vous étiez en mode continu ou bien, en mode continu, je veux dire, administrer stimuler faire administrer donc, voir de quoi oxygéner le patient, de quoi ventiler le patient. Je me prépare pour les autres effets, on les connaît, ce qui limite parfois l'utilisation de la morphine, qu'on pense que bon, quand on l'administre au patient, il va devenir toxicomane, ça c'est pas juste, c'est pas vérifié. Et pour nous, Africains, l'autre gros problème qu'on a à l'utilisation de la morphine, c'est sa disponibilité. Au vu des réglementations internationales, on n'a pas la quantité de morphine qu'il faut pour nos patients. Là, je pense que j'ai un souci avec cette diapositive qui n'est pas des moindres. C'était où
peut agir où peuvent agir les différents médicaments. Donc, on a au niveau de la périphérie, on peut utiliser les traitements non pharmacologiques et les médicaments inflammatoires, parce qu'on a vu la lésion tissulaire va entraîner la libération de substances algogènes. Donc, on peut utiliser les anti-inflammatoires en périphérie, les anesthésiques locaux en périphérie également. Pour ce qui est de la voie transmission de la périphérie à la moelle épinière, on a les anesthésiques locaux également qu'on peut utiliser à ce niveau. Au niveau de la moelle épinière, on peut utiliser énormément de médicaments. On a vu les opioïdes, qui vont empêcher le passage premier neurone, deuxième neurone. On peut utiliser les anesthésiques locaux. Au niveau du cerveau, on a également énormément de possibilités. Donc, j'ai parlé de l'hypnose tantôt, tout ce qui va permettre de détourner l'attention du patient, donc de jouer sur les aspects psychologiques de la genèse de la douleur. Le paracétamol, les opioïdes et le néphopam. Ça commence à venir, j'avais mal agencé. Les anesthésiques locaux, les morphiniques, les anesthésiques locaux pour le trajet. Pour la moelle, au niveau de la moelle épinière, quel médicament on va utiliser qui va agir au niveau de la moelle épinière? Ce sont les morphiniques, les anesthésiques locaux, la clonidine, la kétamine, le magnésium, qui vont agir au niveau du récepteur NMDA, les antidépresseurs, le paracétamol et, comme je disais, au niveau du cerveau, on aura l'action de la morphine, du paracétamol, du néphopam, des dépresseurs, des anticonvulsivants et tout ce qui est éléments qui vont jouer. Donc, on a parlé d'analgésie balancée, donc qui est d'associer plusieurs médicaments pour avoir un effet bénéfique dans le sens de potentialiser leurs effets et aussi de diminuer leurs effets secondaires, notamment pour ce qui est de la morphine. Donc, quand on a un effet supra-additif. Donc, 1 plus 1 fera que 2. On peut associer la morphine au paracétamol, on a un effet additif, 1 plus 1 égale 2. Donc, on a toujours un bénéfice donc, à associer les différents médicaments. Je reviens sur cette question de l'intensité de la douleur détermine le type de médicament qu'il faut administrer. Donc, on dit pour les douleurs légères, ce sont les antalgiques du palier 1. Donc, paracétamol, anti-inflammatoire et néphopam, seul ou en association, ça dépend. Donc, je peux donner juste du paracétamol ou je peux faire paracétamol plus INS. Pour les douleurs modérées, ce qu'il vous faudrait administrer, c'est un antalgique du palier 2, donc du tramadol, en association avec un ou plusieurs médicaments du palier 1. Donc, je vais faire tramadol plus paracétamol, par exemple, ou tramadol plus paracétamol plus un anti-inflammatoire. Donc, vous voyez que c'est déjà différent. Douleur légère, je n'ai que le palier 1. Douleur modérée, j'ai palier 1 en association, ou palier 2 en association avec palier 1. Les douleurs sévères, là, on dira d'administrer un opioïde fort, notamment la morphine, en association avec un antalgique du palier 1 ou plusieurs antalgiques du palier 1. Donc, sur le titre, vous verrez traitement de la douleur cancéreuse, c'est juste le sens qui va varier, sinon le traitement ne change pas. Donc, on avait dit tantôt que la douleur cancéreuse était progressive. Donc, vous verrez, vous voyez, on va partir de la douleur légère à la douleur modérée et à la fin, le cancer est très, très douloureux. Donc, on a une douleur sévère.
Par contre, quand il s'agit de douleurs aiguës, on parle de sévère et la douleur diminue. Donc, en post-opératoire immédiat, ben, la douleur est très intense et plus le temps passe, plus la douleur va s'atténuer. Mais c'est le même principe. Douleur sévère, c'est antalgique du palier 3, la morphine. Donc, si on repart à la classification, on avait classé douleur faible, douleur modérée, douleur intense, douleur très intense. Donc, si j'ai une douleur intense à très intense, je ne peux pas penser paracétamol seul ou paracétamol plus nefopam comme on le voit souvent dans les hôpitaux. Chez des patients qui ont subi une grosse chirurgie, voilà, on leur met le même traitement qu'on mettrait à quelqu'un qui a subi une chirurgie mineure. Donc, si j'ai une douleur intense, c'est la morphine. Mais comme on l'a dit, il faut associer les autres médicaments pour avoir leur effet synergique ou additif et minimiser donc l'effet secondaire de la morphine. Quand il s'agit de douleurs modérées, c'est ce qu'on a dit tantôt pour la douleur cancéreuse, c'est palier 2 en association avec les antalgiques du palier 1. Puis bon, la légère, c'est un ou plusieurs médicaments du palier 1. Donc ça, c'est juste un indicatif sur les médicaments, dans quelles conditions les utiliser. J'ai pris suffisamment de temps, donc je vais conclure pour dire que la douleur peut être traitée avec des médicaments relativement bon marché et sûrs quand on les utilise comme il faut. Donc, en respectant les posologies, en respectant les indications, en respectant donc les contre-indications. La morphine est très efficace pour traiter la douleur cancéreuse, la douleur nociceptive sévère. Elle est parfois indispensable quand on veut vraiment gérer la douleur, si on n'a pas fait une anesthésie loco-régionale qui permet de bien gérer la douleur. Si on n'a pas la possibilité de faire la loco-régionale, la morphine est indispensable quand il s'agit d'une douleur intense à très intense. Mais en l'utilisant, il faut respecter ces conditions d'utilisation et surveiller le patient. Et pour terminer, c'est dire que la gestion de la douleur, si on veut prendre cette douleur en charge de manière globale, ne pas passer à côté de quelque chose, il faut utiliser le système RA. Le système RA, c'est un module de formation proposé par un groupe d'anesthésistes australiens, dont l'actuel président de la Fédération mondiale des sociétés d'anesthésie. Donc, RA, comme je le disais tantôt en début d'exposé, c'est reconnaître, analyser, traiter et il faut réévaluer. Donc, quand je mets un traitement antalgique, je ne donne pas d'eau, il faut réévaluer pour voir est-ce que mon traitement est efficace ou il ne l'est pas. Donc, pour ceux qui sont intéressés d'en savoir un peu plus sur ce module de formation, voici l'adresse à laquelle vous pouvez aller pour télécharger le cours. Il est assez pratique pour des formations continues. C'est pas ce que j'ai exactement présenté ici, mais j'ai juste suivi le plan pour qu'on sache que gestion de la douleur, c'est pas d'emblée traitement. Si je parle gestion de la douleur, c'est reconnaître la douleur, l'analyser, ensuite je peux la traiter correctement. Merci pour votre aimable attention, votre indulgence et vivement qu'on puisse améliorer nos pratiques pour ce qui est de la prise en charge de la douleur, pour qu'on ne voit plus la première image, mais qu'on ait affaire à des patients qui nous sourient et voilà, que ça remonte le moral bien des fois. Merci à tous pour votre aimable attention. Merci à vous, professeur, pour ce cours très intéressant et pour ce module très important pour les professionnels de santé que nous sommes. Nous allons passer rapidement à la deuxième étape de la communication de ce jour, du webinaire de ce jour. Donc, pour moi, c'est la phase des questions et réponses. Il suffira de lever votre main
et je vais vous laisser la parole pour poser vos questions. Nous allons commencer par notre maître, le professeur Akodjelo. Merci Pascaline. On va donner la parole. Je voudrais remercier ma collègue, toujours égale à elle-même. Plaisir de l'écouter du début jusqu'à la fin. Merci, docteur professeur Betty, pour ce partage. Je voudrais revenir sur deux petites choses. La première, c'est ta caricature. J'ai tellement aimé la tortue et le lapin. Et j'ai bien envie que fibre A delta, c'est rapide parce que c'est des fibres myélinisées. Donc, les fibres qui ont les gaines de myéline. Et donc, la conduction se fait d'un nœud de Ranvier à un nœud de Ranvier. Donc, un saut. Du coup, c'est rapide. C'est de façon saltatoire. Et donc, c'est bien rapide. Et la fibre C, c'est des fibres non myélinisées. Donc, ça se fait de proche en proche. L'autre chose que je voudrais ajouter, c'est par rapport à l'utilisation de morphine dans nos hôpitaux. Betty, ce serait notre challenge. Hein. Il faut qu'on apprenne aux collègues et aux étudiants d'utiliser la morphine. D'abord, c'est moins cher. C'est moins cher, c'est moins cher. C'est pour nous en Afrique, on n'a pas assez d'argent. Donc, c'est très moins cher. Et la dilution telle que tu l'as expliqué, c'est exceptionnel. Je crois que ce qui nous reste maintenant, c'est d'avoir un protocole pour nos écoles. Un protocole commun que nous tous, nous devons exploiter, enfin utiliser, que ce soit l'école de Burkina, l'école de Cotonou et bien d'autres écoles, l'école du Niger ou du Mali, qu'on ait un protocole que nous pouvons faire ensemble, proposer à nos maîtres et le professeur Brouillapo, le professeur Soumenou, et un protocole qui sera validé pour pour la prise en charge de la douleur, surtout en misant un peu sur la morphine. Et je suis resté à la maison parce que je voulais sortir, mais je ne voulais pas écouter ça au volant. Mais merci beaucoup, Bertie, pour ce partage. Et bon week-end à tous. Merci beaucoup à vous, professeur, également. S'il y a d'autres préoccupations, je vais vous demander, s'il vous plaît, de lever la main et la parole sera votre. Monsieur ou Madame Ingrid, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, docteur Pascaline. Je remercie le professeur pour sa présentation. Je suis docteur Ingrid du Mali. En fait, moi, j'avais une préoccupation par rapport au traitement de la douleur chez le drépanocytaire. Si le professeur peut nous éclairer par rapport à ça. Merci. Merci à vous, docteur Ingrid. Professeur, vous avez la parole. D'accord. Merci à tous. Donc, la prise en charge de la douleur chez le drépanocytaire répond aux mêmes critères que la douleur de manière générale. Donc, il faut la reconnaître, il faut l'évaluer, surtout donc en évaluer l'intensité, et vous allez administrer vos traitements en fonction de l'intensité. Donc, souvent, chez eux, on peut donner la morphine. Si la douleur est intense, très intense, on peut faire la titration de la morphine en Péros, par exemple. Vous pouvez le faire en IV aussi. Ça ne change pas le traitement symptomatique de la douleur, mais il faut prendre en compte aussi les autres aspects qui sont en rapport avec le mécanisme de survenue de la crise vaso-occlusive. Donc, si c'est ça, vous allez mettre le patient dans un environnement chaud, vous allez bien l'hydrater, vous assurer qu'il suivait son traitement de fond contre la drépanocytose. Voilà. Sinon, la prise en charge de la douleur en elle-même, ça ne diffère pas. Il faut juste rajouter les moyens qui sont en rapport avec la pathologie initiale. C'est valable pour toutes les autres douleurs. Hein. Par exemple, la chirurgie, si le patient vient, il fait sa péritonite, il a mal, vous allez prendre en charge sa douleur, mais il faut l'opérer. Parce que si vous ne l'opérez pas, il va continuer à avoir mal. Une fracture, le patient qui vient, qui a très mal, on va évaluer sa douleur, elle est très intense, je mets le traitement qu'il faut, mais
il faut immobiliser le membre qui va permettre donc, de mieux prendre en charge cette douleur-là. Je ne sais pas si ça vous va. Oui, encore. Docteur Ingrid? Bon. Oui, je suis là, excusez. En fait, ma préoccupation, c'était par rapport aux différentes molécules dont vous avez présenté. Je pensais qu'il y avait certaines préférences chez le drépanocytaire et qu'il fallait éviter d'autres molécules par rapport à d'autres. C'est juste par rapport à ça que je voulais. Non, il n'y a pas de préférence, mais vous tenez compte des comorbidités chez votre patient. S'il a une insuffisance rénale, en plus, bon, vous allez tenir compte de ça, ne pas donner un anti-inflammatoire, par exemple. Mais sinon, il n'y a pas de contre-indication d'une molécule parce que c'est un drépanocytaire dans la prise en charge de sa douleur. Et comme je dis, chaque médicament que vous décidez d'administrer, il faut tenir compte des effets secondaires. Si c'est chez l'enfant, bon, un des médicaments qu'on ne va pas utiliser, c'est le Nefopam parce que bon, ça n'a pas encore l'AMM chez les tout petits. Peut-être ça la petite nuance. D'accord, merci bien pour ça. Merci beaucoup, docteur Ingrid. Nous allons passer à monsieur ou madame Telly. Puis après, ce sera le tour de monsieur Benjamin et du professeur Agbobi. Donc, monsieur Telly ou madame Telly, vous avez la parole. Merci à docteur Ingrid de supprimer sa levée de main. Merci beaucoup. C'est Telly Jouana, DES en anesthésie réanimation, 4e année au Burkina Faso. C'est un plaisir et un honneur de prendre la parole à ce webinaire qui est dirigé par l'une de mes maîtres, professeur Ki. Et mon souci, je ne veux pas revenir dans le fond parce que tout ce qu'elle a dit, elle nous l'a rabâché pendant tous nos 4 ans de formation. Voilà, la gestion de la douleur, pour elle, c'est tellement important. Et donc, tout ce qu'elle a dit, nous, au Burkina, on a la chance d'être au contact de ça et nous les appliquons. Ce que je veux dire, nous avons dans notre coordination au Burkina une possibilité de faire à l'extérieur. Et c'est vraiment là où on voit la douleur et sa gestion. Et quand et qu'on confronte les pratiques là-bas et ici, on se rend compte que c'est pas trop ça, malgré le fait qu'on ait les moyens de faire comme l'on fait en Europe. Donc, ma question, ma préoccupation, professeur, est-ce que notre approche ne doit pas être un peu plus en amont? Est-ce qu'on ne devrait pas commencer par démystifier la douleur? Parce que chez nous, en Afrique, vu comme quelque chose de normal, la douleur est quelque chose par laquelle il faut passer pour atteindre un objectif ou un autre. Est-ce que, en plus des topos tels que vous venez de nous faire là, il ne faudrait pas une approche en amont un peu plus sociale, si je vais dire ainsi, pour pouvoir vraiment faire comprendre aux gens l'importance de l'analgésie, de la gestion de la douleur. Parce que dans nos hôpitaux, on est vu parfois, surtout nous, voyons les étudiants, on est en quête de pause de péridurale, on est en quête de je ne sais pas quoi. Et très souvent, lorsqu'on propose ça à un patient, on nous regarde avec des yeux ronds comme des assiettes. Et c'est comme si on venait de la Lune. Pourtant, c'est des choses que nous avons appris et qui aident vraiment à gérer la douleur, la péridurale pour que l'on maîtrise, mais qu'on n'arrive pas à utiliser à cause peut-être de cette barrière, si je vais dire des guillemets, barrière sociale qui fait en sorte que ce n'est pas pratiqué. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour briser vraiment d'abord cette barrière-là à tous les niveaux, même au niveau des professionnels de la santé, parce que parfois, avec des attachés, lorsque tu dis que tu vas payer une péridurale avant l'anesthésie, tu dis non, tu vas perdre le temps.
Bref, on est confronté à tellement de blocus qui peuvent faire en sorte que la gestion de la douleur n'est pas optimale malgré que l'on sache tout ce que l'on sait. Donc, c'est un peu une question bateau qui concerne tous les, en plus tous les professeurs, nos maîtres qui sont là à ce webinaire. Et c'est un constat que nous avons fait sur le terrain. J'aimerais savoir comment on peut faire pour pallier à cela. J'espère que j'ai été compris. Je m'excuse pour la longueur de l'intervention. Merci. Merci beaucoup, docteur Deli. Je pense qu'on va continuer avec les deux intervenants qui ont leur main en l'air. Et on va laisser la parole après au professeur. Donc, Monsieur Benjamin, vous avez la parole. Bonjour au professeur. Merci, professeur, pour ce brillant exposé. Moi, je suis docteur Sawadogo, je suis DES en gynécologie obstétrique à l'université de Ouagadougou. Et moi, j'ai une question concernant la gestion de la douleur chez la femme enceinte. Vu qu'il y a un fœtus, voilà, comment on peut nous aider à mieux gérer les douleurs chez les femmes enceintes. Également, après une césarienne. Et nous, notre habitude, c'est on met des antalgiques de palier 1, Nefopam et du paracétamol pour gérer la douleur. C'est une douleur quand même qui est, on peut dire, modérée, mais on utilise le paracétamol plus du Nefopam avec bien sûr des anti-inflammatoires en suppositoire et le plus souvent, on se dit que ça marche. Alors, maintenant, quels sont les conseils que notre professeur peut nous donner pour améliorer notre pratique? Merci bien. Merci à vous, docteur Benjamin. Nous allons laisser la parole au professeur Agboubli. Merci beaucoup, Pascaline. Merci infiniment, professeur, pour la brillante présentation. Je suis docteur Agboubli, je suis du Togo, médecin légiste et directeur de CHU Lomé. Votre présentation m'a fait percevoir pas mal de situations pour lesquelles nos hôpitaux pourraient exposer leurs responsabilités. J'ai vu énormément d'aspects médico-légaux liés à la prise en charge de la douleur. J'ai très apprécié les images que vous avez utilisées, les mots techniques, notamment le rat. Et je vais insérer dans le rat deux autres lettres, I et puis S. Le I pour parler de l'information, parce que en matière de la prise en charge de la douleur, nous ne pouvons pas échapper à la communication. Une bonne communication s'impose. Et ça suppose que l'on ait donné la bonne information au malade qui amène au consentement et qui permet même de choisir le type de traitement adapté. J'ajoute le mot S pour parler de surveiller ou bien surveillance. Parce qu'il est déjà arrivé à un hôpital d'être condamné, tout simplement parce qu'on a amené un patient qui a passé assez de temps avant d'être pris en charge, mais au final, on s'est rendu compte que de quoi les malades se plaignent, c'est qu'on ne s'est pas occupé de leur souffrance, on ne s'est pas occupé de leur douleur. Ne serait-ce qu'un antalgique administré pendant le temps d'attente de la prise en charge étiologique de son problème, on n'en serait véritablement pas arrivé là. Donc, ça, c'est un message à l'endroit des jeunes confrères ici, connectés, et même c'est inscrit dans la plupart de nos codes de santé publique. La douleur doit être prévenue. La douleur ne fait pas partie des droits du patient. On doit se donner les moyens de faire vraiment de la prévention de la douleur. Le rôle important de la communication, de la surveillance, comme je le disais, permet vraiment de se mettre à l'abri des poursuites d'ordre judiciaire. Et ce sont les éléments de complément que je voudrais ajouter à votre brillante présentation
qui, somme toute, ne pouvait pas aborder tous les aspects parce qu'on n'a qu'un temps limité. Merci à vous. Merci beaucoup à vous, professeur. On va laisser la parole au professeur Kibeti pour répondre à tous ces apports et questions. Merci. Merci, docteur Fassinou. Donc, commencer par dire merci à notre maître, le professeur Adbobli, pour ses apports. C'est vrai, la question de la gestion de la douleur, la prise en charge de la douleur, elle est complexe. Comme il l'a dit, on a encore des efforts à faire. Et c'est vrai, l'information devrait faire partie de la prise en charge du patient, mais comme on n'avait pas tout le temps. Et pour aborder, répondre à Dr Telly, justement, bon, je dirais, il y a du travail. Donc, tout le monde est invité parce que cette information, c'est vrai, ça peut être à l'hôpital déjà. Donc, quand on reçoit les patients, particulièrement pour les anesthésistes, normalement, en préopératoire, lors de la consultation d'anesthésie, on doit informer le patient sur la douleur. Connaissant le type de chirurgie, c'est déjà lui dire, c'est une chirurgie, c'est classé parmi les chirurgies douloureuses, très douloureuses ou peu douloureuses pendant telle période ou telle durée. Également, discuter avec lui des possibilités de prise en charge. Donc ça doit être fait avant l'intervention et après l'intervention, on va mettre les moyens qu'il faut pour prendre en charge la douleur en fonction donc, de son intensité, évidemment. Donc, merci à professeur pour ses apports. Donc, il faut surveiller, il a dit, il faut communiquer, mais je disais, une part de la communication peut déjà se faire pendant la consultation d'anesthésie ou ceux qui suivent des patients chroniques. Les patients cancéreux, par exemple, il faut les prévenir. Bon, on est dans la prise en charge du cancer, vous avez déjà un peu mal, mais cette douleur-là, bon, voilà, la tendance est qu'elle s'aggrave dans le temps, mais on va trouver les moyens. Comme on l'a dit, je l'ai dit dans une des diapositives, il faut donner l'information juste et vraie au patient et lui dire quelles sont les possibilités donc de pouvoir l'aider à gérer sa douleur. Donc, comme je suis je parle de l'organisation, donc je vais continuer à répondre à Dr Telly. Vous dites ça nécessite une grosse organisation. Donc, on a parlé d'oligo-analgésie. Les causes sont multiples. Vous avez relevé les causes liées au patient. Donc, le patient qui pense parfois que c'est normal d'avoir mal, mais justement, il faut lui faire comprendre que ce n'est pas normal qu'il ait mal. Donc, si c'est l'anesthésie, ça sera la consultation d'anesthésie. Si c'est le pédiatre qui suit un drépanocytaire, il faut lui expliquer les complications qui peuvent survenir liées à sa maladie et, entre autres, crises vaso-occlusives qui vont entraîner la douleur et comment on peut prendre en charge cette douleur. Donc, et leur faire comprendre que la douleur n'est pas une fatalité. Le professeur disait tantôt, il y a des problèmes médicaux, légaux. Une chose également, c'est que la prise en charge de la douleur est un critère de qualité des soins dans un hôpital. Donc, si on veut accréditer un hôpital, on va jeter un œil sur comment la douleur est prise en charge. Si la douleur est mal prise en charge, votre hôpital ne sera pas certifié. Voilà. Parce que c'est un élément de qualité. Donc, il faut qu'on lutte, il faut travailler. Professeur Akodjono a parlé d'élaborer des protocoles. Donc, il faut prendre à chaque niveau, considérer à chaque niveau quelles sont les mesures qui peuvent être entreprises. Concernant les patients, il faut l'information. Concernant les autorités sanitaires, même politiques, il faut qu'on puisse avoir les médicaments qu'il faut. On parle de morphine, mais on n'en a pas en réalité en quantité suffisante dans nos pays si on veut vraiment prendre en charge la douleur de manière correcte. Et il faut s'adresser également aux praticiens
Donc, les former et beaucoup de praticiens ont peur de la morphine. Donc, il faut démystifier aussi voilà, l'utilisation de la morphine auprès des praticiens que nous sommes. Voilà. Donc, il y a beaucoup à faire pour qu'on y arrive et chacun donc est invité à faire quelque chose. Docteur Sawadogo, donc question, la gestion de la douleur chez la femme enceinte. C'est que la femme enceinte, là, elle a tellement d'interdits, c'est ça qui complique la chose souvent. Mais tant que l'enfant est dans le ventre, bon, c'est vous qui pouvez dire, bon, on me dit le paracétamol, on ne peut pas l'utiliser en début de grossesse, les anti-inflammatoires, on ne peut pas l'utiliser en fin de grossesse. Donc, vous allez évaluer l'intensité de la douleur et puis, bon, trier les médicaments qui sont indiqués en fonction de l'intensité. Mais je reviens toujours sur ça. C'est l'intensité qui m'oriente vers les médicaments à choisir. Si j'ai une douleur légère, c'est antalgique de palier 1. Douleur modérée, c'est antalgique de palier 2 plus antalgique de palier 1. Comme c'est la femme enceinte, donc le bébé est toujours dans le ventre, on ne va pas craindre une dépression respiratoire chez le bébé. Comme c'est le cas quand on fait la césarienne, on dit d'attendre de clamper le cordon avant d'administrer le morphinique. Ici, l'enfant est encore dans le ventre, c'est de faire en sorte que la maman ne fasse pas de dépression respiratoire. Donc, si vous avez besoin d'administrer de la morphine, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Pour la césarienne, vous dites que vous utilisez Nefopam plus paracétamol. Je reviens encore à l'évaluation. Vous mettez ça pour toutes les patientes comme ça, parce que, alors que non, vous devez adapter la prescription à chaque patiente. Donc, patiente Y, j'évalue sa douleur. Elle a bénéficié d'une césarienne, mais elle n'aura pas forcément aussi mal que la patiente Y. Donc, je les évalue et en fonction de l'intensité que je trouve, c'est ça qui va guider le choix de mes médicaments. Et quand c'est après césarienne, bon là, le bébé n'est plus dans le ventre, donc on ne craint pas une dépression respiratoire chez lui. Donc, le choix des médicaments se fera sur la base du terrain de la maman. Donc, si elle n'a pas un terrain pathologique particulier, vous n'avez pas de restriction. S'il y a un terrain particulier, là, maintenant, il faut en tenir compte dans le choix des médicaments. Je ne sais pas si je réponds un peu à votre question, docteur Benjamin. D'accord. Merci beaucoup, professeur, pour la réponse à cette question. Je vais profiter rapidement pour annoncer le prochain webinaire, le webinaire du samedi 22 juillet, qui aura pour thème le secret médical. C'est un webinaire qui sera animé par le professeur Agboukli. Ah, ok. Voilà. Voilà. Je vais vous laisser dire votre mot de fin et ce que vous auriez vraiment aimé qu'on garde par rapport à la communication de ce matin. La parole est à vous. D'accord, merci. Je voudrais d'abord vous dire merci à vous, l'équipe qui a organisé ce webinaire. Merci et félicitations pour ce que vous faites. Bonne continuation. Tous ceux qui étaient en ligne, c'est merci d'avoir été là, de m'avoir donné un peu de votre temps. Merci pour les échanges, merci pour ceux qui ont parlé, pour ceux qui n'ont pas parlé. Merci à tous. Voilà. Le mot pour clôturer tout ça, c'est que voilà, l'oligo-analgésie est une réalité. Être soulagé de sa douleur est un droit fondamental du patient. Donc, il faut qu'on intègre ça et que dorénavant, on pense amélioration de la prise en charge de la douleur dans nos différentes structures et se donner les moyens qu'il faut. C'est pas simple, ce sera une lutte de longue haleine, mais il faudrait la remporter parce que
ça sera pour le bonheur des patients et nous sommes potentiels patients aussi. Donc, ça sera pour le bonheur de tous. Et un aspect, bonheur de tous, parce qu'on peut tous avoir mal, notre bonheur aussi parce que ça va diminuer notre charge de travail. On n'est pas resté très longtemps sur les conséquences de la douleur. Vous aurez bien compris que tout ce à quoi ça peut aboutir va conduire à un séjour prolongé du patient à l'hôpital. Donc, ça augmente notre charge de travail. Donc, améliorer la prise en charge de la douleur, c'est bénéfique pour le patient, c'est bénéfique pour la société, et c'est bénéfique également pour les agents de santé que nous sommes. Donc, c'est nous inviter tous donc à nous engager dans cette lutte donc pour améliorer, dans cette lutte contre l'oligo-analgésie, je veux dire. Donc, encore merci à tous et excellent week-end. Merci, nous vous souhaitons aussi un excellent week-end et merci vraiment d'avoir été des nôtres ce matin. Je pense en ce qui concerne la procédure d'obtention de l'attestation, c'est toujours la même procédure, donc ça n'a jamais changé. Il suffit d'aller sur notre interface de formation REMA Learning et je vous y encourage vraiment parce que nous avons au niveau de cette plateforme-là tous les cours que nous avions faits depuis qu'on a commencé avec les webinaires. Donc, vous aurez tout ce qu'on a déjà fait et vous pourriez suivre tous les cours qui vous intéressent et obtenir les attestations également. Donc, je nous souhaite un très bon week-end. Prenons soin de nous et prenons bien en charge la douleur. À samedi prochain pour le prochain webinaire.